Donc, merci d'être là. Je suis vraiment content de faire cette conférence parce que pour moi, la compassion, c'est un sujet passionnant. Et la compassion, c'est ce qu'on va parler aujourd'hui, a un lien avec la santé du corps. Donc, j'ai envie de parler avec vous. Vous savez un peu mon parcours. Vous savez que je suis médecin à la base et que je m'intéresse à peu près tout ce qui peut améliorer la santé des gens. Donc, la compassion, voilà, ça a, entre guillemets, croisé mon chemin. Et maintenant, j'ai envie de développer ça, j'ai envie de partager ça avec vous. Et si vous êtes là, je pense que c'est que ça vous intéresse aussi. Donc, on va pouvoir parler ensemble pendant au moins environ 1 heure. Et puis, euh, après 1 heure, je répondrai à vos questions. Et ce sera aussi un échange. Il ne faudra pas hésiter à m'interrompre aussi durant la session si vous voulez poser des questions durant la conférence. Oui, il reste cette place-là. Vous pouvez. Ouais, ouais. Ah, mais pas de souci. Allez-y, installez-vous. Donc, ce que je vous propose, c'est le plan suivant. Déjà, on parlera un peu des émotions. Ce que j'aimerais vous partager, c'est que finalement, l'état émotionnel a un lien avec la santé. Alors on verra, la compassion n'est pas forcément une émotion. Les émotions, elles sont un peu, on a des définitions et elles sont assez, voilà, assez répertoriées. Mais il y a quand même un lien clairement entre l'état émotionnel et la santé du corps. Donc ça, c'est le premier. J'irai un peu vite parce que, bien sûr, après, on rentrera dans le vif du sujet avec l'empathie et la compassion, qui sont deux choses différentes. Euh, on ira plus loin dans la définition. Ensuite, on parlera de comment développer la compassion. Est-ce qu'on peut réellement la développer? Alors, qu'est-ce que c'est d'abord? Est-ce qu'on peut vraiment la développer? Et puis après, comme je vous l'ai dit, au bout de 3/4 d'heure, une petite heure, on parlera, on discutera. Et là, je répondrai à vos questions. Et puis, vous pourrez aussi échanger aussi votre propre expérience sur ces phénomènes-là, si ça vous dit. Alors, émotion et santé. Voilà, installez-vous. Donc, premier point, les émotions. D'abord, je vous parle de la joie. La joie est une émotion. Et à travers la joie, je vous parle du rire. Parce que la joie, elle n'a pas forcément été étudiée en tant que telle au niveau santé. Mais le rire a été étudié dans la santé. Et quand vous riez, quand vous êtes joyeux, joyeuse et que vous riez, il y a des phénomènes hormonaux. Vous sécrétez les endorphines. Vous permettez au corps de se détendre. Donc ça, tout le monde peut-être l'expérimente. Mais c'est un des points importants. Il se passe beaucoup de choses quand vous riez. Et ça vraiment sollicite au fond de vous des éléments au niveau endocrinien qui sont assez profonds. Et vous savez qu'il y a un lien entre la joie, entre le rire et l'espérance de vie. Donc, si vous arrivez à instaurer un peu de joie dans votre vie, c'est parfait et ça a un lien avec votre santé. Donc, je vous invite à le faire. Ensuite, j'irai un peu plus vite sur le dégoût, qui est aussi une émotion, mais c'est juste pour vous signaler qu'il y a un lien entre émotion et santé, et dans le dégoût, il y a un phénomène digestif. D'ailleurs, on pense que dans l'évolution de l'être humain, le dégoût, ça a permis de le prévenir, on va dire, de problématiques infectieuses. Donc c'est normal d'avoir ces émotions-là, et elles ont un lien sur le corps, il se passe des choses au niveau biologique. La tristesse, ça c'est un point important aussi. La tristesse a été étudiée, surtout dans son aspect déprime, dépression. Et je ne sais pas si vous savez, la tristesse n'est pas forcément toujours présente dans les syndromes dépressifs, mais ça fait partie d'un facteur de gravité. C'est-à-dire que plus vous êtes triste, bien sûr, ça peut prédisposer à devenir réellement dépressif. Et par contre, dans les scores de santé, dans les scores, les différents critères pour évaluer la dépression, plus le patient est triste, plus c'est un facteur de gravité de la dépression. Je vous parle de la peur, qui est aussi une émotion que tout le monde connaît. Alors, la peur est une émotion normale. Souvent, c'est pour protéger d'un danger. Vous savez, le fameux fuir ou combattre. Mais la peur, si elle devient chronique, elle entraîne un stress chronique. Donc là, quand je parle de la peur, je parle plus de la peur psychologique. Et elle a été étudiée à travers le stress chronique. Et le stress chronique, s'il y a bien quelque chose qui peut faire, entre guillemets, bugger votre système nerveux autonome, c'est le stress chronique. Donc qui fait le lit de quasiment toutes les pathologies chroniques. Diabète, hypertension artérielle. Donc c'est un point aussi important. L'idée n'est pas de juger toutes ces émotions-là. L'idée, c'est effectivement de se rendre compte qu'elles ont un impact sur notre physiologie. Et lorsqu'elles sont là de manière trop présente et trop accentuée et trop chronique, elles ont un impact sur notre santé. Et puis, je vous parle de la colère. C'est un point aussi intéressant, c'est aussi une émotion.
Et la colère, je ne sais pas si vous le savez, si vous vous mettez en colère, vous avez, dans les 2 heures qui suivent, sur une grosse colère, vous avez 8 fois plus de risques de faire un infarctus. En tout cas, entre 5 et 8 fois plus de risques. Donc vous voyez, il y a un lien avec la colère et le système cardiovasculaire, et donc il y a un lien direct entre la colère et la santé du corps. Et d'ailleurs, ça vaut aussi pour une colère rentrée. Vous pourrez vous dire, bah, c'est bon, je ne vais pas exploser de colère, je vais rester calme. Non, si la colère est là au fond de vous et que vous la cachez, elle a quand même un impact sur votre physiologie, elle a quand même un impact sur votre santé. Donc ça peut aussi vous inviter, parce que voilà, là, j'en finis avec cette première partie-là, mais ça peut vous inciter à avoir ce regard sur vos émotions, à peut-être, pourquoi pas, travailler un peu dessus. S'il y en a une là qui est souvent présente et qui revient de manière récurrente, il y a un moyen de travailler dessus. D'ailleurs, on peut même travailler dessus avec la compassion, et ça, on le verra plus tard. Mais il y a moyen de travailler dessus parce que c'est juste prendre conscience que ça a un impact sur le fonctionnement de votre corps et prendre conscience que vous pouvez du coup travailler dessus pour essayer d'améliorer ça. Donc il n'y a pas que 5 émotions, hein. Il y avait aussi la surprise que je n'ai pas mis dans le diapositive. Puis certains en nomment d'autres. Mais là, voilà, je vous ai présenté ces 5 émotions-là. Et j'enchaîne sur l'empathie. Alors, je vais parler de l'empathie et de la compassion qui sont 2 choses différentes. Et il était intéressant de pouvoir vous décrire ça avec plus de précision. L'empathie, si on doit la définir par une phrase simple, c'est la capacité à ressentir les émotions d'autrui. Truc très basique, très simple. Et on la compose en 3 parties. Vous avez une composante motrice, on verra ce que c'est dans un instant, qui est un processus inconscient. Vous avez une composante émotionnelle dans l'empathie, qui est l'habilité à détecter et à raisonner avec l'état émotionnel d'autrui. Donc, en gros, la phrase « je ressens ce que tu ressens », ça c'est la composante émotionnelle, et vous avez une composante cognitive. Donc là, c'est une compréhension de la problématique, et c'est « je comprends ce que tu ressens ». Donc là, on est dans l'empathie. Je vais vous montrer des images, et vous pouvez les regarder avec attention, et après on fait le point. Donc je vous les passe tout doucement, et puis comme ça, vous pourrez me dire si certains ont envie de prendre la parole, ou en tout cas partager ça avec tout le monde, ce qui a pu se passer. Voilà. Je termine sur celle-là. Alors, est-ce que vous avez regardé avec attention ces images? Est-ce que ça a provoqué en vous quelque chose? Peut-être rien, ou peut-être que certains ont ressenti des choses? Différent, en fait, il y a différents. C'est pas pour la même chose, je veux dire, leur mal-être n'est pas. Il y en a un, c'est la douleur, l'autre, la peur. Le petit garçon, j'ai trouvé que le petit garçon de gauche avait une peur. Le premier avait trop de choses qui n'allaient pas. Enfin, okay. Voilà. Oui. C'est des images que j'ai prises au hasard sur Internet. Ok. Ok. Donc ça veut dire que vous avez réussi à décoder un peu ce qui se passait. On peut dire ça. Alors, ce qui est intéressant, c'est que je vous parlais des composantes de l'empathie. Alors, excusez-moi, je suis allé trop vite. Voilà. C'est ce qu'on appelle les neurones... Pardon. C'est ce qu'on appelle les neurones miroirs. Donc là, en fait, en regardant cette image-là, il se passe quelque chose d'inconscient, que tous les êtres humains peuvent enfin, pas observer parce que c'est inconscient, mais il se passe ça chez tout le monde. En tout cas, presque tout le monde. C'est-à-dire que vous avez des neurones miroirs qui sont là pour retranscrire aussi l'expérience et qui sont là pour retranscrire ce que vous voyez. Donc sachez que la première partie de l'empathie, c'est justement ce processus-là, qui fait qu'on regarde quelqu'un, une image, et tout de suite, voilà, il se passe quelque chose. Parce qu'on a des neurones dans le cerveau qui sont là pour retranscrire cela, ce qu'on appelle les neurones miroirs. Ça a été étudié chez l'animal. L'animal aussi a cette capacité-là aussi, à ces fameux neurones miroirs, pour justement engager un premier processus d'empathie. Donc, processus inconscient, processus automatique, et puis une synchronisation du langage corporel en observant autrui. On est toujours dans l'empathie et on est dans la première phase de l'empathie. L'empathie motrice. La première étape du processus. On peut se tromper.
On peut se tromper, mais si on se trompe, ça sera plutôt les phases d'après. Parce qu'il y a une empathie motrice qui est débutante, après il y a une empathie émotionnelle, et la dernière phase, on le verra juste après, c'est l'empathie cognitive. Cognitive, ça veut dire que là, il y a une compréhension. Donc dans la compréhension, elle pourrait effectivement être erronée. Mais cette première partie-là, comme elle est inconsciente, il n'y a même pas besoin de savoir si vous vous trompez ou pas. C'est inconscient, de toute façon. C'est là en vous, c'est dans vos neurones, et c'est la première étape. L'empathie émotionnelle. La capacité, comme je vous le disais en introduction, à détecter et à raisonner avec l'état émotionnel d'autrui. Donc là, c'est une composante physiologique. Là, autant au départ, on est sur le cerveau, sur les neurones miroirs, autant là, on est sur la physiologie. Et c'est « je ressens ce que tu ressens ». Parce que pour pouvoir engager ces processus, il faut que vous puissiez justement ressentir. Et pour ressentir, il faut que vous ayez un corps avec des sens. Donc on est sur cette composante physiologique, qui est très importante, puisque, je ne sais pas si vous connaissez ce terme qui s'appelle l'alexithymie, c'est un trouble qui empêche les personnes de ressentir leurs propres émotions. Alors, on est plus ou moins, entre guillemets, doué pour ressortir ses propres émotions. Il faut dire qu'on ne nous apprend pas vraiment à le faire. Donc généralement, à l'âge adulte, on n'a jamais appris comment ressentir ses émotions, en tout cas se tourner vers ses émotions. Mais sachez qu'il y a vraiment des personnes qui ont une difficulté à le faire, qui est très profonde. Et à ce moment-là, on arrive à se rendre compte qu'elles sont moins empathiques. Effectivement, elles ne ressentent rien. Ça paraît logique ce que je vous dis. Elles ne ressentent rien, donc elles n'arrivent pas à développer cette ambiance, on va dire, ces sentiments d'empathie vers autrui. Donc il y a vraiment quelque chose du ressenti qui est important. D'abord, l'empathie motrice, puis l'empathie émotionnelle. Et enfin, l'empathie cognitive, qui est facilitée par les deux premières composantes, donc motrice et émotionnelle, et qui est la composante finale de l'empathie. Donc là, je comprends ce que tu ressens. Alors peut-être qu'effectivement, je peux me tromper sur cette compréhension-là, mais en tout cas, il y a une compréhension derrière, il y a une analyse. Là, il y a vraiment le cerveau qui a une compréhension. Forcément, là, ça rentre dans la capacité à appréhender les pensées, les émotions, les croyances, les intentions. Et on est sur cette dernière phase, justement, de l'empathie. Alors, est-ce qu'il y a des questions sur ces trois premières phases? Je vérifie ce qu'il y a après. Après, c'est la compassion. Est-ce qu'il y a des remarques à faire, à me faire, à nous faire? Dans la dernière, c'est comme si on se mettait à la place de la personne. Oui. On ressent ses émotions, on comprend. Oui. C'est comme si on le vivait. Oui. Alors, comme si on le vit, ça peut être la seconde phase. Parce que l'empathie physiologique, là, on est dans les sens. Là, on est dans la compréhension. Alors, si on va un peu plus loin, c'est comprendre une situation et peut-être amener une réponse à cette situation-là. Là, il faut vraiment envisager que la phase, justement, de synchronisation avec le ressenti, c'est la seconde phase. Et la dernière phase, c'est plutôt une phase de compréhension. Là, je comprends effectivement, ça y est, j'ai compris ce que tu me disais, j'ai compris ce que tu ressentais parce que je l'ai ressenti avant. Et là, éventuellement, après, découle une discussion. Vous voyez? Est-ce que les narcissiques ont de l'empathie? Enfin, bonjour. Faudrait effectivement pouvoir analyser ça. Est-ce qu'il y a une capacité? De toute façon, dès lors que vous êtes dans un trouble, quel qu'il soit, c'est plus compliqué. Si vous avez un syndrome dépressif majeur, sévère, profond, ça va être plus compliqué. Parce que vous êtes coupé effectivement aussi d'une forme de réalité. Donc dès lors qu'il y a une problématique psychiatrique, quelle qu'elle soit, je parlais de l'alexithymie, mais il y en a d'autres, c'est compliqué effectivement. Si, imaginons que vous êtes pleine d'angoisse, vous avez un trouble d'angoisse généralisée, pareil, ça sera compliqué peut-être de comprendre la souffrance de l'autre, en tout cas de ressentir ça parce que vous serez dominé par une seule type d'émotion. Vous voyez? Donc, je pense que n'importe quel trouble psychiatrique peut empêcher finalement ce processus de fonctionner de manière, on va dire, équilibrée. Et puis c'est une forme de protection aussi. On y viendra, c'est vrai que tout ça, là, on est dans l'empathie, vous allez voir, on va passer dans la compassion après. Tout ça est intéressant parce qu'on se rend compte effectivement qu'on doit passer par soi-même et on doit essayer de mieux se comprendre. Là, on parle de tout ça parce que si vous arrivez, justement, si vous développez cette introspection, ne serait-ce que si vous êtes là et que vous posez ces questions, forcément, ces processus vous parlent. Ça veut dire que vous pouvez aussi les laisser aussi s'exprimer. D'où le fait, justement, de vous inviter à cette conférence parce que pour moi, c'est un sujet important. On est pleinement dans la santé du corps et de l'esprit, en fait, sur des phénomènes très simples dont on ne parle très peu. Et vous verrez qu'on peut de plus en plus en parler parce qu'elles ont un impact très fort et très, très profond sur la santé du corps.
Alors, la compassion, qu'est-ce que c'est? Je ne sais pas si, je sais pas si vous avez envie si vous avez une idée de la compassion, si certains ont envie de parler. Selon vous, c'est quoi la compassion? Je ne sais pas si peut-être que c'est forcément un terme que vous avez sûrement déjà entendu. Est-ce que ça vous évoque des choses? Dans la religion, Ouais. on entend beaucoup le mot compassion. Oui. On peut décomposer en espagnol comme passion, Oui. avec passion pour les... Ok. Et derrière ça, rien d'autre. C'est le partage. Le partage. Ok. Ok. Oui. Compassion, c'est amitié à l'écoute. Ok. L'écoute. Oui. Quelqu'un dit quelque chose? Oui. Moi, j'ai envie de dire comprendre. Comprendre. Ok. Ok. Oui. Il me semble que non seulement on comprend, mais on souffre. C'est-à-dire que Oui. il y a un impact. Il y a. Oh, oui. Il peut avoir ça aussi, effectivement. Vous verrez, ça vient du latin, en fait, la compassion. Et effectivement, il y a de ça aussi. Oui. Qui d'autre veut parler? L'aspect de l'amour. Oui. C'est vrai que dans les religions, ils parlent d'amour plus dans la religion peut-être catholique. La compassion, c'est plus dans le bouddhisme. En tout cas, dans l'histoire des religions. C'est quand même plus dans le bouddhisme qu'ils vont utiliser vraiment ce terme. Et encore maintenant, hein, ils l'utilisent. C'est vrai que dans les autres religions, on parle peut-être plus d'amour. J'ai l'impression. Je ne suis pas un expert en religion, hein, mais voilà. Mais amour et compassion, oui. Oui, l'amour se traduit par la compassion. Peu, oui, oui. Oui, oui, on pourrait dire que c'est une forme, effectivement, d'amour. Mais vous allez voir, ça emprunte un chemin précis. Voilà, je vous pose ces questions-là, et c'est intéressant qu'on se pose ces questions-là en amont. Vous allez voir, c'est vraiment défini, de manière très précise, ce que c'est la compassion au niveau scientifique. On va en parler. Alors, compassion, elle est inscrite dans les principes éthiques de plusieurs organisations médicales américaines. En Angleterre, le système anglais de soins l'intègre parmi les 4 valeurs centrales de la prise en charge des patients. Donc on en parle vraiment dans le système anglais, le respect, la dignité, le soin et la compassion. Et puis vous avez aussi au niveau éducatif des associations qui mettent en avant aussi une éducation bienveillante et qui mettent au cœur la compassion. Pour vous situer un peu le contexte, où dans le soin et dans l'éducation, ce terme est quand même utilisé. En France, je n'ai pas entendu trop ce terme, même si, je me faisais cette remarque-là, si vous regardez le serment d'Hippocrate, dedans, si vous le lisez, il y a des éléments de compassion. Parce qu'il y a le non-jugement, rien que ça. Il y a le respect aussi, vous voyez, ça reste de la compassion aussi. Mais en tout cas, le terme n'est pas expressément dit comme cela. Donc on en parlait tout à l'heure, vous disiez effectivement, du latin compati, souffrir avec. Et je vous ai laissé un peu comme l'empathie, cette définition très simple, une ouverture à la souffrance d'autrui avec un engagement de la soulager. Définition la plus simple de la compassion. Donc dedans, il y a de l'amour, effectivement. Si vous n'aimez pas, vous ne pouvez pas vous ouvrir à la souffrance d'autrui et avoir un engagement de la soulager. En tout cas, je ne pense pas. Donc si vous m'avez suivi, d'où le petit schéma, c'est que la compassion englobe l'empathie. Parce que dans l'empathie, vous n'avez pas forcément cet élan pour aller soulager l'autre. Vous pouvez juste ressentir, en tout cas neurones miroir d'abord, puis ressentir au niveau de vos sens, puis comprendre et dire « Ok, je te laisse, à bientôt ». Non, c'est vrai. Ça resterait de l'empathie. Mais la compassion, vous allez plus loin. Vous rajoutez cet élan d'aller soulager l'autre personne, enfin la personne qui est en face de vous. Donc je continue un petit peu sur une petite définition. Ce qui est très intéressant, c'est que si on la compare à l'empathie, vous voyez la troisième petite flèche, ne nécessite pas la relation interpersonnelle. Ce qui est décrit, c'est que la compassion, vous pouvez la développer seule. C'est assez étonnant. Et vous pouvez en fait développer une, je ne sais pas, il faut dire sentiment, je veux dire plutôt ambiance de compassion seule. L'empathie, vous devez forcément avoir
quelque chose qui déclenche. Donc, soit une photo comme on l'a vu, soit quelqu'un qui est en face de vous. Mais a priori, la compassion, puisqu'on arrive à la mesurer, je viendrai un petit peu vers ce sujet-là à la fin de la conférence, on arrive à la mesurer, on peut du coup la développer seul. Vous pouvez dans votre grotte, je ne sais pas où, tout seul, vous pourriez effectivement quand même développer la compassion. Ce qui paraît effectivement assez intriguant, mais c'est la différence avec l'empathie. Ou l'empathie, il vous faut quand même quelque chose, quelqu'un, un animal, j'en sais rien, il faut quelque chose pour entraîner, pour déclencher différents processus. Mais la compassion, vous pouvez être seul. Et vous pouvez quand même la développer. C'est incompréhensible. Oui. Pardon ? Moi, je ne comprends pas ça. On y viendra. C'est bien que vous ne compreniez pas. Tant mieux. Tant mieux. Tant mieux. Mais on va y venir. Parce que je vais effectivement... c'est un peu, ça va rejoindre un petit peu, si vous voulez, quasiment la fin de la conférence. Et pour l'instant, je vous donne certains éléments aussi intrigants. Mais c'est aussi pour susciter aussi votre intérêt et que vous puissiez aussi dire, tiens, mais qu'est-ce qui se passe? Donc, 3 facettes de la compassion. Les 2 premiers, c'est l'empathie. Repérer, être conscient de la souffrance d'autrui. Sentir, donc la réponse émotionnelle. Et puis, répondre. Avoir le désir d'agir pour alléger cette souffrance. Une définition plus complète de la compassion, c'est la suivante. Je reconnais la souffrance, ça on en a parlé, ça fait partie de l'empathie. Je comprends son universalité, ça fait partie de l'empathie aussi. Je ressens, on est d'accord, mais il y a un point là qui vient, qui est très intéressant. Peut-être le plus intéressant de la compassion. La tolérance à la détresse. Vous savez, oui ? Non, c'est différent. Le jugement arrive là, il arrive en dernier. La tolérance à la détresse. Pourquoi c'est important? Parce que vous savez, on dit « Ah, attention à ne pas être trop empathique, tu vas t'épuiser. » Tu vas t'épuiser sur cette empathie. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de ça, et on dit que les soignants qui sont trop empathiques peuvent s'épuiser. Et bien, la différence avec l'empathie, cette compassion-là, développe une tolérance à la détresse. Ce qui explique que vous ne vous épuisez pas lorsque vous êtes réellement dans la compassion. Et lorsque vous essayez de la développer. Il n'y a pas un épuisement par rapport à la souffrance d'autrui. Comparé à l'empathie, où vous pourriez vous impliquer, vous épuiser et peut-être finir en burn-out ou en surménage. La compassion prévient cela. Elle prévient d'ailleurs, on sait qu'elle a été utilisée chez les soignants, et elle prévient ce risque de surménage et de burn-out. Et ça, on l'explique par cette fameuse tolérance à la détresse. C'est comme si vous pouviez être en contact de la souffrance, mais sans être, on va dire, tiré vers le bas. Je ne sais pas comment on pourrait dire. Vous voyez ? Happé, sans que vous puissiez vous épuiser. Vous voyez ? Moi, j'aime bien utiliser des fois ce genre d'image, comme si la compassion était une lumière qui ne pouvait pas s'éteindre. Et l'empathie, à la limite, il n'y a plus de batterie, et j'ai plus d'empathie, mais la compassion, il n'y a pas cette batterie qui s'épuise. Vous voyez, ça reste infini. La limite est difficile, hein. Oui. Parce que dans une relation d'aide, si on suit ce qui était marqué tout à l'heure, aider l'autre à soulager et soulager l'autre, si je soulage, je m'engage. Si je m'engage, je peux me perdre. Il faut que la personne en face soit ouverte aussi. La personne en face reçoit bien vos conseils, votre empathie et lui donne la force pour surmonter son mal-être. Enfin, moi, ce que je ressens. Oui, mais merci, c'est ça, c'est bien de l'exprimer. Oui, il y a, je pense qu'après, alors je vous donne certaines définitions, je pense qu'après on parlera également de comment on peut le ressentir. Peut-être que parfois on est vraiment dans l'empathie, totalement, peut-être qu'on n'a pas encore touché aussi cet élément de compassion, ça reste très particulier aussi. Hein. Vous savez, la compassion, c'est aussi prendre soin de soi. Donc si on est totalement dans l'empathie, totalement ouvert vers les autres, peut-être qu'on peut se perdre, mais si on s'inclut dans ce mouvement, c'est-à-dire qu'on ne se néglige pas dans cette aide qu'on a à l'autre, on ne se perd pas non plus. On est dans cette globalité, on va dire. À ce moment-là, on est aussi dans la compassion, parce que la compassion, si vous voulez, l'empathie, c'est vraiment, on est vraiment dans la relation à l'autre,
Et on peut effectivement s'y perdre, s'y épuiser, mais la compassion va inclure votre propre relation à vous-même. C'est encore une autre différence avec l'empathie. Ce qui fait que, logiquement, je ne sais pas si on peut dire logiquement, mais ce qui fait qu'il y a moins de risques, ou en tout cas, normalement, ce risque est prévenu que vous n'allez pas tomber dans un épuisement et si vous développez vraiment ces aspects-là. Là, il faut aussi les ressentir, les comprendre, les expérimenter. Mais ça, on pourra aussi en parler aussi à la fin. Donc la tolérance à la détresse, c'est un point très important de la compassion. Et c'est ce qui la différencie de l'empathie aussi. Avoir bien sûr une motivation pour agir. Là, on est dans la compassion, quand je vous dis. Au-dessus, c'est l'empathie et en dessous, c'est la compassion. Enfin, tout est compassion, mais en dessous, c'est uniquement la compassion. Et puis le non-jugement. Ce n'est pas quelque chose forcément qu'on a également dans l'empathie. Le non-jugement est très important aussi dans la compassion. Et j'en parlerai un peu plus aussi juste après. Pourquoi on dit que la compassion est un outil, ou peut être un outil thérapeutique? Vous pouvez utiliser la compassion dans votre quotidien, sur vous-même, sur les autres. Mais à la base, comment ça a pu se développer dans la santé du corps, et on va dire de l'esprit? Ça vient en fait de la méditation. C'est-à-dire que, vous savez, la science souvent, pour parler d'un phénomène, il faut qu'elle le mesure, sinon ça n'existe pas. Si vous parlez d'amour, mesurer l'amour, compliqué. Mais, je reviendrai aussi à la fin de la conférence là-dessus, si vous arrivez à mesurer la compassion, soit avec des questionnaires, soit avec des IRM cérébrales, vous commencez à rendre la chose réelle, en tout cas aux yeux de la science, même si ça a toujours existé, on est d'accord. Donc, je parle de ça parce que c'est grâce, entre guillemets, à l'introduction de la méditation de pleine conscience à l'hôpital, des années 80, et ensuite toutes les études qui en ont découlé, qu'on a réussi à mettre le doigt sur justement comment définir la compassion, cette réalité justement de compassion et ces bienfaits de la compassion. Donc vous avez la méditation de pleine conscience avec différents protocoles. MBSR, c'est le protocole historique. Mindfulness Based on Stress Reduction, donc la réduction du stress basée sur la mindfulness. Puis vous avez d'autres protocoles. MBCT, ça c'était pour les récidives en lien avec la dépression. L'ACT, c'est un protocole d'acceptation de soi-même. MBIC, c'est un protocole de compassion. Et ils appellent ça compassion et insight. Donc tout ça, c'est plein de protocoles qui développent la compassion et qui développent bien sûr la méditation pleine conscience, mais aussi des aspects au niveau des aspects de compassion. Et c'est aussi historiquement comme ça qu'on a pu travailler, que la science a pu travailler sur la compassion. Je vous parle également de cette thérapie qu'un psychiatre a mis en place, un psychiatre anglais, la thérapie basée sur la compassion. Alors, il a sûrement dû introduire aussi des éléments de méditation dedans, mais c'est clairement une thérapie qui met au cœur la compassion pour aider les patients en souffrance. Ça, c'est un psychiatre qui a mis ça dans les années 2000, qui a développé ça dans les années 2000 ou 2010, Paul Gilbert. Puis vous avez un professeur aussi qui parle aussi souvent, qui a sorti plusieurs ouvrages sur l'autocompassion. On pourra définir ce que c'est l'autocompassion. Vous verrez que c'est pas loin de la compassion. Pour moi, c'est la même chose. Mais juste pour vous dire que voilà, ces différents médecins, parce que tout ça, c'est des médecins qui ont inventé ces protocoles, c'est aussi grâce à eux qu'on a pu mesurer la compassion et que maintenant, on peut en parler un peu plus librement. Je pense qu'il y a 30 ans, si j'avais fait une conférence, si j'étais né et prêt à faire, je n'étais pas à l'âge de le faire. Mais bref, si on avait parlé de la compassion à cette époque, je ne sais pas s'il y aurait eu autant de monde qu'aujourd'hui. Donc ouais, là, c'est concret. C'est ça qu'il faut retenir. La compassion, c'est concret. Pour vous parler un petit peu des effets de l'empathie, de la compassion, forcément, ça n'a pas été mesuré dans le quotidien des personnes, c'est plutôt dans la relation médecin-malade. Donc je vous donne quelques pistes. C'est plus des pistes pour que vous puissiez aussi vous rendre compte de l'impact que ça a sur le patient. Donc, quand le médecin est dans la compassion, le patient, il va mieux adhérer à ses conseils, il va mieux adhérer à ses prescriptions. Il va améliorer les aspects de la dépression, il va améliorer sa qualité de vie, et puis bien sûr, il y aura une baisse de l'anxiété. Ça, c'est vraiment la mesure de l'empathie et de la compassion dans le soin. Mais comme je vous l'ai dit, l'empathie, et plutôt la compassion, a été mesurée sur le thérapeute.
Et le thérapeute, il a moins de risques de s'épuiser et moins de risques de faire un burn-out. Alors, je me suis trompé sur cette diapositive. Là, on est vraiment sur l'effet de la compassion. Là, on n'est pas sur l'empathie. Comme je vous le disais, c'est la compassion qui prévient ce risque de burn-out et d'épuisement. Et puis, bien sûr, le thérapeute qui s'engage dans un processus de compassion, il améliore sa qualité de vie. Donc, quand je dis thérapeute, c'est soignant, hein. Ça vaut pour les médecins, ça vaut pour les aides-soignants, ça vaut pour les infirmières. Voilà, le soignant en général. L'autocompassion, pareil, elle a été étudiée. Vous prenez un groupe de personnes et puis vous les apprenez à développer une compassion envers eux-mêmes. C'est les travaux, c'est notamment les différents ouvrages du professeur Christine Neff. Donc c'est quelque chose de très intéressant. On se rend compte quand on étudie ça, lorsqu'ils finissent le protocole d'autocompassion, ils ont moins de dépression, ils ont moins d'anxiété. Et puis, ils sont plus heureux. Plus de bonheur, plus de confiance en soi, plus de bien-être physique. Là, on est dans l'aspect d'autocompassion. Donc, c'est des travaux qui évaluent l'efficacité de ces protocoles d'autocompassion sur un individu. C'est même pas un patient, on peut dire sur une personne. Alors ça, c'est plus un avis personnel. Quels sont les 2 facteurs d'efficacité de la compassion? Moi, j'en retrouve 2 qui sont très importants. La première, c'est la lutte contre l'isolement. Alors, je ne sais pas si vous savez, l'isolement, on n'en parle pas forcément trop, bon. Mais l'isolement, c'est un facteur de risque de mortalité aussi important que le tabac, aussi important que l'alcool, aussi important que l'obésité. Donc, vous voyez, c'est quelque chose dont on peut aussi lutter, et c'est quelque chose de crucial. Quand on est isolé, on n'est pas heureux, on n'est pas bien, on rumine et on fait, entre guillemets, mal fonctionner son corps de l'intérieur. Et si cet isolement se poursuit, on tombe malade et on meurt plus vite. Alors forcément, si vous avez de la compassion en vous, et si autour de vous, des gens ont de la compassion pour vous, puisqu'il y a cet élan d'aller vers l'autre, forcément, vous luttez contre l'isolement. Et généralement, lorsque vous faites une pratique justement de méditative, sur la compassion, ou ce genre de session de groupe, ou de thérapie par la compassion, vous êtes avec du monde, vous discutez, vous voyez, vous échangez. Et ça lutte contre l'isolement. Donc ça a un impact très fort sur votre santé. Donc c'est, voilà, se mettre dans la compassion pour aller vers l'autre, et puis bien sûr, l'autre vient vers vous. Vous luttez pleinement contre l'isolement, qui est un facteur de risque de mortalité prématurée très important, dont on parle, je veux dire, peu souvent. Et l'autre facteur d'efficacité, c'est les actes de gentillesse. Pourquoi j'ai mis ça là? Parce que la science a mesuré aussi si le fait de poser des actes de gentillesse améliorait sa santé. La réponse est oui. Plus vous êtes bienveillant avec les autres, plus vous posez les actes de gentillesse, plus vous augmentez votre espérance de vie. Je ne sais pas si vous saviez ça. Les personnes qui travaillent, qui sont bénévoles, vivent plus longtemps, par exemple. Et ceux qui posent des actes de gentillesse vivent plus longtemps. Et ils ont réussi à faire la différence entre « je me sens bien, donc je pose un acte de gentillesse », c'est pour ça que je suis heureux, ou que je vis plus longtemps, mais ça va aussi dans l'autre sens. Je me sens normal, je pose un acte de gentillesse, et ça va avoir un impact sur ma santé. Vous voyez, ça marche dans les 2 sens. Donc, quelque chose de très simple, de très pratique. Si vous voulez avoir la meilleure santé possible, vous posez des actes de gentillesse autour de vous. C'est beau, non? Donc voilà, 2 facteurs d'efficacité. L'isolement, et par définition, la compassion rompt cet isolement. Et puis, par définition, on veut agir sur la souffrance d'autrui, on va poser des actes de gentillesse, on va essayer d'aller vers l'autre. Vous voyez, 2 facteurs très importants d'efficacité de la compassion. Avec le sourire aussi, parce que le sourire fait beaucoup. Le sourire, je parlais tout à l'heure de la joie et du rire, bien sûr. Vous connaissez le yoga du rire. Vous savez que ça existe. Hein. Effectivement, ça fait du bien et ça fonctionne. Donc, 3e partie, on arrive sur développer la compassion. Puisqu'on peut la mesurer, peut-être qu'on peut effectivement aussi la développer. Ils sont allés voir les soignants, ils leur ont demandé, ils ont fait des études pour savoir qu'est-ce qui pouvait améliorer cette compassion. Est-ce qu'il y avait des choses très pratiques à faire? S'asseoir durant l'entretien. Si vous restez debout et qu'un patient vient vous voir, c'est un peu limite.
Donc s'asseoir. Donc ça, on est dans le soin, mais ça permet de vous amener une réflexion aussi pour vous-même dans votre vie de tous les jours. Parce que par exemple, la seconde slide, c'est être proche du patient. Ils ont réussi à analyser, à mesurer si vous êtes à plus de 2 mètres du patient, il se passe beaucoup moins de choses que si vous êtes à moins d'1 mètre. Donc si vous êtes physiquement proche du patient, le patient ressent plus votre compassion et votre empathie. Il va sentir les choses, il va aller mieux. Donc vous voyez, la distance est importante. La distance physique. Vous pouvez être à moins d'1 mètre et regarder par la fenêtre. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Ah oui, bien sûr. Bien sûr. Alors, si vous voulez, pour ne pas regarder par la fenêtre, il faut que vous détectiez les expressions faciales et non verbales. Ça fait partie d'un critère, et c'est effectivement pour développer la compassion dans le soin. Être attentif à la communication non verbale. Donc, être face au patient et le regarder dans les yeux. Fait aussi partie des critères pour développer la compassion, en tout cas pour que le soigné ressente cela. Expression verbale de compréhension et de soutien. Si vous êtes attentif, si vous avez vraiment envie effectivement d'aider, là je parle, allez on va dire, un malade, eh ben, vous devez aussi comprendre, vous exprimer, ah tiens, j'ai compris ce que tu disais, et effectivement utiliser la parole pour aussi déjà commencer à agir sur cette souffrance. Et cette dernière ligne-là, je la trouve très belle. Regardez le patient dans sa globalité et pas juste sur une de ses conditions médicales. Donc ça, c'est tirer les études sur la compassion. Donc vous voyez, là, on est loin finalement de la manière dont on fait la médecine actuellement, puisque là, on prend un trouble. Vous voyez, là on est très loin. Mais ça montre bien que cette manière d'aborder le soin ne permet pas de développer, en tout cas autant qu'on le voudrait, l'aspect de compassion, et donc on ampute justement une efficacité pour améliorer la personne plus rapidement. Donc voilà, ce dernier point est vraiment important. Moi, ça m'a sauté aux yeux quand j'ai eu ça, et j'ai fait oui, on en est loin. On en est loin. En tout cas, regarder la personne dans sa globalité, dans la médecine, c'est ce qu'on pourrait essayer de faire de plus en plus pour déjà commencer à soulager les personnes qui souffrent. Oui, c'est logique. Si une personne a mal au ventre, si on ne cherche que au niveau du ventre, on ne va pas y arriver. Alors c'est son cerveau qui lui... Elle n'est pas bien dans sa peau, ça ne reste pas dur là, et si on ne regarde pas toute la personne, on va s'arrêter. Oui, c'est logique, mais ce n'est pas ce qui se fait en pratique, et c'est surtout pas ce qui s'apprend. Tout simplement. Il faut le vouloir aussi. Si vous êtes face à quelqu'un qui est toujours en train de regarder son écran d'ordinateur, non, bien sûr, non, mais c'est un point important. On veut mieux soigner les patients, et on pourrait commencer par une base solide de compassion. Je pense qu'on apprend les choses, on s'est beaucoup trop enfermé effectivement dans des systèmes, même au niveau santé. Tiens, le cardiologue qui fait que le cœur, le psychiatre qui fait que la tête. Moi, je me rappelle, j'ai bossé dans des centres, vous savez, pour personnes dépressives. Et vous pouviez travailler en tant que médecin généraliste. Donc moi, j'allais travailler, faire des demi-journées, parce que je remplaçais un médecin qui était généraliste, qui travaillait dans ces structures-là. Et on me disait, non mais, toi, tu t'occupes du somatique. Tu ne fais pas la tête. Donc j'arrivais déjà dans une envie d'aider, et on me disait, tu restes cantonné aux symptômes physiques. Point. Nous, on s'occupe de la tête. Toi, tu t'occupes du reste. Forcément, comment vous voulez aborder avec, entre guillemets, comment vous voulez soulager vraiment un patient si vous prenez uniquement le trouble qu'il décrit et vous mettez, vous enterrez tout le reste. Vous ne pouvez pas le comprendre, vous ne pouvez pas vraiment l'aider. Donc vous voyez la manière dont on fait les choses, et ça, c'est les fameux spécialistes. Il en faut un pour ci, il en faut un pour ça. Bah oui, on passe à côté de quelque chose. Je ne dis pas qu'il ne faut pas être spécialiste, bien sûr il en faut, mais la manière d'aborder les choses, effectivement, pourrait être différente pour susciter déjà une efficacité dans le soin d'emblée, rien qu'avec une présence. La présence du médecin est très importante. Une fois que vous quittez votre médecin et dire « je me sens déjà mieux, il s'est passé quelque chose ». Un médecin qui est empathique et dans la compassion, effectivement, vous quittez son cabinet, oui, vous êtes réellement déjà mieux.
Vous êtes à moitié guéri. Parce qu'il a trouvé les mots aussi pour justement pouvoir faire passer ça. Vous voyez? Là, on pourrait avoir cette piste justement de réflexion par rapport à la manière dont on regarde le patient. Et si on le regarde de manière très étriquée, sur un système, sur une douleur, sur un trouble, effectivement, on passe à côté de beaucoup de choses. Oui, je pense qu'on est aussi sur une médecine très technique, comme je le dis souvent, et on oublie l'humain. On pourrait être beaucoup moins technique, penser beaucoup plus à l'aspect humain du soin, qui est efficace, comme vous le voyez là. Là, on est sur l'aspect humain. Être proche du patient, le regarder, mais ça, vous apprenez ça nulle part. Et en fac de médecine, c'est pas ça que vous apprenez. C'est juste une liste de connaissances que vous appliquez, c'est tout. Donc forcément, c'est limité. C'est ce qu'on peut effectivement critiquer de la médecine actuelle. Il faudrait changer la manière dont on l'apprend, oui. En tout cas, insuffler ce type de prise en charge et démontrer à quel point c'est important. Vous savez, il est démontré, vous prenez 3 groupes de médecins, des médecins qui sont faiblement empathiques, des médecins qui sont moyennement empathiques, des médecins qui sont fortement dans l'empathie, et vous regardez l'équilibre des patients diabétiques qu'ils soignent. Et vous vous attendez au bout d'un an. Et en fait, quand vous faites ça, vous vous rendez compte que les médecins, alors ils ont les mêmes médicaments, tous, hein, mais les médecins qui sont dans l'empathie, les soignants, ont un diabète plus équilibré. Rien que ça, vous voyez? Oui, mais il y a plein de choses qui se passent. Il y a plein de choses qui se passent, même au niveau neurobiologique, il y a plein de choses. On parle de ça parce que finalement, on pourrait le transposer dans le quotidien. C'est pas juste pour les médecins et les patients. C'est pas juste pour le soignant et les soignés. C'est vous dans la vie de tous les jours, avec vos proches. Oui. Donc on est sur comment développer la compassion. Et là, autant tout à l'heure, je vous parlais justement chez le soignant, sur les études scientifiques, qui ont ciblé les choses, très pratiques, voilà. S'asseoir, moins d'un mètre, tout ça, pratique. Je vous propose d'aller un peu plus loin. Et comment développer la compassion, et je crois que vous en parliez, commencer par soi-même. Je vous liste un petit peu ce qui est intéressant dans l'autocompassion. Déjà, c'est être gentil avec soi-même, la bienveillance avec soi-même. Bon, tout ça, c'est du bon sens. Si vous voulez développer la compassion pour quelqu'un d'autre, il faut aussi que vous l'ayez pour vous-même. Mais c'est intéressant d'en parler. En tout cas, il y a 3 fondements de l'autocompassion. Bienveillance avec soi-même, l'humanité commune. Quand ils développent la compassion, si vous voulez, l'autocompassion, ils invitent les personnes à sentir qu'ils font partie d'une humanité commune. Forcément, je ressens des choses que l'autre ressent aussi. Je vis des expériences où j'ai vu de la douleur que la personne en face de moi a aussi ressenti, connaît ça. Qui ne connaît pas la peur, qui ne connaît pas la tristesse, vous voyez? Donc je vis des états émotionnels et je me rends compte que je fais partie d'une humanité commune pour justement être plus bienveillant avec moi-même et développer cette autocompassion. Et puis, la dernière partie, souvent dans l'autocompassion, vous avez la pleine conscience. Alors, la pleine conscience, par définition, c'est être attentif à l'instant présent, sans jugement. Donc là, le non-jugement est très important dans le développement de l'autocompassion. Et ça, si vous posez la question, est-ce qu'on se juge soi-même? Si vous regardez bien, vous allez vous rendre compte que c'est très fréquent de se juger. Donc, commencer à développer la compassion, c'est se tourner vers soi-même, essayer de dire, est-ce que je peux développer une autocompassion vers moi-même? Est-ce que je suis gentil avec moi-même? Est-ce que je fais partie de cette humanité et je m'en rends compte? Et est-ce que je peux moins me juger ou être dans le non-jugement? 3 fondements importants de l'autocompassion. Être dans l'instant présent aussi, bien sûr, parce que être dans l'instant présent, c'est être aussi avec la réalité. Vous savez, on est, pour pouvoir développer la compassion, et vous parliez effectivement de l'empathie, comment on fait pour ne pas se tromper? Vous disiez ça aussi, on peut se tromper, on peut comprendre et se tromper. Si vous développez l'instant présent, vous avez beaucoup plus de chances d'être dans l'instant et de moins vous tromper sur vous-même et sur les autres. Et de pouvoir répondre aussi, entre guillemets, de la manière la plus juste possible sur la souffrance d'autrui. Parce que vous serez dans l'instant présent. Et vous aurez enlevé tous vos filtres du passé ou du futur. Vous serez, tiens, je me mets dans l'instant présent, je ressens les choses, et peut-être que mes actes vont être justes à ce moment-là, en lien avec la compassion. Est-ce que vous faites du déni? Lequel, le sien ou celui des autres? Ceux qui sont dans le déni. Mais vous en faites rien. Non, il n'y a rien à en faire. S'ils sont dans le déni, c'est aussi un choix. Vous pouvez essayer peut-être de leur tendre la main et de leur parler, mais il faut aussi
reconnaître qu'on peut être aussi dans certaines... Tout ce qui... En tout cas, comment on peut amener les choses dans ce type on va dire, de réflexion sur soi-même, c'est que si vous voyez quelqu'un dans le déni, déjà, on l'est sûrement aussi dans certaines circonstances de sa vie, vous voyez. Il faut toujours revenir à soi pour justement être dans le non-jugement. Ok, elle est dans le déni pour tel problème, mais ne suis-je pas moi-même dans le déni pour d'autres, vous voyez. Donc il y a plein de choses à découvrir aussi comme ça. Ça permet justement de s'ouvrir. Là, vous vous ouvrez au déni de l'autre et vous l'acceptez. Parce que bien sûr, il y a aussi une capacité d'accepter ce que l'autre a envie ou n'a pas envie de faire. Y compris être dans le déni et ne pas le voir. C'est peut-être effectivement là où il en est actuellement. Vous voyez, donc c'est ça qui est intéressant à développer. Donc être dans l'instant présent, avoir du temps à consacrer aux autres, et ça revient au fameux 10 minutes, un quart d'heure que vous disiez dans la consultation d'un médecin. Effectivement, ce n'est pas assez pour développer la compassion. Et puis, être sincère dans la démarche d'aider autrui. Et ça va de soi. Si vous avez vraiment envie d'aider autrui dans la sincérité, dans l'humilité, et je crois qu'il faut que ça. À ce moment-là, vous allez pouvoir aider les personnes de votre entourage. Et le dernier point, je vais dire pourquoi j'ai mis ça. J'ai mis méditer. Alors, j'y viens. Parce que vous me parliez de... Non, vous m'avez posé une question sur... J'ai dit, on verra ça à la fin, je ne sais plus c'était quoi. Et je pensais à ça, justement. Je pensais à cette... Ah oui, pouvoir... Ah oui, c'est ça, je me rappelle. Peut-on développer cette compassion seule, sans qu'il y ait personne d'autre autour de soi? Vous dites, tiens, j'ai du mal à le percevoir, ça. J'ai du mal à l'envisager. Je vous parle à cette personne. Pourquoi? Parce qu'il fait partie des personnes, c'est un moine bouddhiste tibétain, il fait partie des personnes qui ont développé, justement, tout l'aspect scientifique. Ils ont étudié son cerveau, ils se sont rendus compte qu'il ne fonctionnait pas comme les autres cerveaux des autres êtres humains. Donc en fait, ils l'ont fait venir, j'avais déjà parlé de cette anecdote dans la dernière conférence qu'on a fait. Ils font venir du Tibet, et puis ils le branchent comme vous le voyez là, et puis ils lui proposent à ce moine de méditer sur la compassion. Donc de développer, en fait, de se mettre dans une ambiance de compassion. Je ne sais pas si on peut dire ça comme ça, en tout cas, d'être dans un travail de compassion. Pas de manière fractionnée, toutes les 2 minutes, toutes les 5 minutes. Et là, il mesure. Et si vous voulez, il se rend compte qu'au niveau de son cerveau, il y a une zone qui s'appelle l'insula, qui fait partie d'une des zones de la compassion. Et il se rend compte que l'activité de cette zone-là bondit de 800%. Quelque chose qui n'est pas censé arriver pour des personnes, on va dire, classiques, normales. Le jour-là, ils ont mesuré quelque chose qu'ils n'avaient jamais mesuré avant. Là, je vous parle des scientifiques. Ils ont fait des bons. D'ailleurs, ils ont même cru qu'il y avait un bug. Ils ont même cru que leur machine buguait. Mais non, elle ne buguait pas. Il était réellement en train de développer cette méditation de compassion qu'on pouvait mesurer dans son cerveau. Et là, ils se rendaient compte qu'il y avait des choses qu'ils n'avaient jamais vues. Ils disent même dans leur témoignage que le niveau d'excitation neuronale correspond à de l'épilepsie. Sauf que lui, il est tout à fait conscient. Il est comme vous et moi, il s'installe, il ferme les yeux. On lui demande d'être dans cet aspect de compassion, de développer ça au fond de lui. Et voilà ce qu'on mesure dans son cerveau, une activité électrique qui ressemble à l'épilepsie. Mais il n'est pas malade, il n'est pas en train de convulser, il est juste en train de développer de manière assez incroyable cet aspect de compassion. Donc c'est juste une anecdote pour vous dire que c'est aussi pour ça que la science s'est intéressée à ces processus. Quand ils ont vu ce type de situation, et quand ils se rendent compte que la compassion, elle est dans le soin, elle est liée à la santé, ils se rendent compte qu'il y a bel et bien une approche ou des techniques à apprendre, peut-être aussi bien sûr méditative, pour développer ça. Donc cette personne-là, il peut être au fin fond de sa grotte, il pourra quand même développer la compassion, il pourra quand même développer au niveau neurobiologique des choses qui se développent dans la compassion, même s'il est seul. Ce qu'il faut bien comprendre, et je crois qu'on arrive à la fin, donc là on arrive dans la discussion, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que la compassion, en fait, c'est comme un état qui peut être sensible. C'est comme la colère, c'est comme la tristesse, c'est-à-dire que c'est quelque chose que vous ressentez au fond de vous. Donc, à force de travailler, parce que forcément c'est un moine bouddhiste qui a travaillé sur les aspects-là, vous savez que le bouddhisme est au cœur de son approche quand même de la compassion, il rend les choses en fait sensibles, mais c'est ça l'approche la plus saine qui existe, c'est rendre les choses sensibles pour ensuite développer. Donc c'est comme si développer au fond de lui quelque chose de très précis, très sensible,
qui effectivement a un impact sur le cerveau et que la science peut réussir à mesurer en branchant avec plein de câbles et en faisant un EEG, ils arrivent à voir qu'il se passe énormément de choses. Donc il n'a pas, si vous voulez, c'est des techniques de méditation qui sont développées, et d'ailleurs qu'on peut apprendre dans les méditations de pleine conscience. Ils développent un aspect justement de compassion. Donc c'est réellement quelque chose qui est sensible. C'est ça qui est intéressant à retenir et à ressentir. Au même titre que la tristesse, au même titre que la joie, il y a effectivement, ou de la peur, là vous ressentez tout ça, vous pouvez ressentir la compassion. Donc une fois que vous transposez justement ce ressenti concret dans vos sens, et que vous savez à quoi ça se réfère, forcément vous pouvez développer la compassion même tout seul. Donc ça c'est assez incroyable. Enfin, après, je ne vous ai pas fait un énorme résumé des effets physiologiques, mais forcément, quand vous êtes dans cette situation-là, pareil, vous avez un équilibre de votre système nerveux autonome. Il y a plein de choses qui se passent à ce moment-là. Mais là, on est vraiment sur le cœur du sujet. La compassion qui est sensible et qu'on décide de développer. En tout cas, par des approches et qu'on essaye de s'ouvrir à ces processus. Ça, c'est un impact sur la santé et forcément, ça a aussi un impact dans la vie de tous les jours parce que si vous développez ça dans vos sens, forcément, vous êtes réellement dans la compassion et vous allez pouvoir entraider vos proches, enfin aider vos proches. Ce qui est intéressant dans ce genre de situation, c'est que généralement, il faut être immobile pour mesurer correctement. Par exemple, l'EEG, si vous bougez, c'est fichu. Pareil pour une IRM cérébrale. Peut-être que vous avez déjà fait une IRM, on vous dit ne bougez pas, on fait des clichés. Donc c'est là où la méditation se prête bien à ça. Mais je peux vous dire qu'il y a des études sur la prière, par exemple. Ça existe, bien sûr. Ça existe, ça a été mesuré. Alors, moins finement, parce que là, ce qui est intéressant pour la méditation, c'est que souvent, on est immobile. Donc on peut effectivement brancher, le patient est totalement immobile, on peut mesurer ce qui se passe au niveau physiologique. C'est plus compliqué, par exemple, pour la prière, où déjà il y a une parole, plus compliqué, par exemple, pour le yoga, où là, vous devez bouger dans l'espace, vous voyez. Et pour la méditation, c'est plus simple. Donc en fait, si vous voulez, la méditation, c'est comme si l'outil de mesure actuel de notre médecine, de notre science, on va dire, contemporaine, la méditation était adaptée à cet outil de mesure, et que ça a pu faire bouger les lignes dans les neurosciences. C'est ça, en fait, ce qui s'est passé. Mais clairement, je pense qu'effectivement, il y a d'autres processus, et pas forcément de comparaison à avoir, mais il y a clairement d'autres processus où on pourrait effectivement les jauger d'une manière... ouais, ça serait intéressant de le faire. Mais ça a été fait, j'avais déjà lu des choses. Le chant, rien que le chant. Écouter une musique, même chanter. Bon, la prière, c'est encore autre chose, mais chanter a aussi un impact. Pareil, ils mesurent également l'impact des mantras aussi dans le yoga. Ouais, les mantras, c'est quand on répète des syllabes. Ils ont aussi mesuré ça. Ils se sont aussi rendus compte que ça venait court-circuiter des circuits de la pensée. Donc pourquoi c'est utilisé? On dit, tiens, est-ce que je peux moins penser? Le mantra permet effectivement de court-circuiter ça. Ça fait chuter, si vous avez des pensées répétitives et des ruminations, rien que le mantra, rien que le son, et même des sons des fois qu'on peut inventer soi-même, mais qui sont répétés, permettent justement de faire perdre de la force au niveau circuits neuronaux, faire perdre de la force au circuit de la pensée. Et donc permet d'apaiser les choses. Et là, on n'est effectivement pas vraiment dans la méditation, même si effectivement quand on fait des mantras, généralement, on est quand même dans un aspect aussi méditatif. Si vous prenez soin de vous, oui, prendre soin de soi et essayer d'aller mieux, alors ça dépend aussi comment on s'y prend. Si vous allez mieux, alors je vais à l'extrême, hein. Si pour aller mieux, il faut que vous fassiez du mal à l'autre, là, je ne pense pas que c'est de la compassion. Je vais à l'extrême pour vous dire que si c'est sain, que vous prenez soin de vous, oui, bien sûr, c'est l'autocompassion, bien sûr. Et vous posez des actes. C'est ça qui est intéressant. Poser des actes pour se sentir mieux. On est dans prendre soin de soi et on est bien sûr dans l'autocompassion. Prendre soin de sa souffrance. La reconnaître, oui, on est dans tous ces processus, mais qui sont pas, du coup, dirigés vers autrui, ils sont dirigés vers soi-même. Et ça fait partie d'un tout. Mais dirigeant ces processus sur vous-même, vous comprenez des choses. Peut-être que vous comprenez des choses sur vous-même. Comprenant des choses sur vous-même, vous comprenez des choses sur l'autre. C'est ça qui est intéressant. Dans tout travail, si vous voulez, lorsque vous mettez au cœur, on va dire, de ce processus et que vous essayez de comprendre ce qui vous habite, ne serait-ce qu'au niveau des émotions que j'ai listées au départ, à ce moment-là, vous avez une compréhension. Mais si vous avez une compréhension, c'est comme si elle s'intégrait, c'est comme s'il y avait une intelligence qui naissait de multiples compréhensions liées à votre introspection. Et à ce moment-là, lorsque quelqu'un vient vous parler de ses problèmes, c'est clair pour vous. Vous pouvez aider parce que vous avez compris tout ça. Aussi au fond de vous.
Alors, vous n'avez pas tout compris, mais vous avez compris les éléments. Ce que je veux dire par là, c'est que pour être dans cet aspect aussi de compassion et aider de manière le plus juste possible les autres, effectivement, on doit aussi se tourner sur soi-même pour justement comprendre des choses qui nous habitent, et puis après, pouvoir réussir à comprendre ce qui se passe chez l'autre, parce que c'est la même chose. Et là, on est dans l'aspect de l'humanité commune, vous voyez, dont on parlait tout à l'heure. Donc, c'est ça qui est encouragé généralement dans ce genre de processus, justement. Et là, on n'est pas égoïste, parce que vous pensez à vous dans une globalité. Vous n'êtes pas perdu en fait, d'aider l'autre en étant dans un épuisement empathique. Vous vous incluez dans cette ambiance de compassion. Pour vous-même, pour les autres, il n'y a pas de distinction. Et à ce moment-là, tout ce que vous comprenez en vous, si l'autre le propose, ou en tout cas en parle, vous le comprenez aussi, vous l'avez vécu. Donc c'est aussi une introspection aussi qu'on peut faire, aussi, si vous êtes motivé à le faire, ça peut être très intéressant. En fait, si vous voulez, puisque on reconnaît que la compassion est un phénomène sensible, on peut le mesurer, donc on peut le développer. Qu'est-ce qui se passe si tout le monde n'est pas capable, qu'est-ce qui se passe si on va dire, la difficulté c'est de tomber sur des choses qui vous déplaisent et pas être capable de pouvoir les gérer. Ça, c'est une des plus grosses difficultés de l'introspection. Imaginons que vous travaillez sur une blessure intérieure. Effectivement, êtes-vous capable d'aller à la rencontre de cette blessure, d'essayer de voir un peu ce qui s'est passé en vous? Alors ça va ramener des souvenirs, ça va être désagréable. Est-on capable de le faire sans compassion? La compassion amène un truc en plus, en fait. C'est comme si vous ameniez une lanterne, je donne souvent cet exemple, qui permet de rendre les choses possibles. Possibles et qui permet justement d'être... C'est comme si vous étiez entouré je donne des images, hein, mais entouré d'un halo de protection, ou en tout cas de bienveillance, qui permettait d'aller au contact de votre souffrance. Ce que je veux dire par là, c'est que là, on est purement dans les processus méditatifs, mais c'est quand même ça qui est proposé. C'est-à-dire que puisque la compassion est sensible, peut-on la développer à un point où on la ressent vraiment? Et donc, puisqu'on la ressent vraiment à ce moment-là, il y a une confiance, que vous me disiez tout à l'heure, c'est vous qui disiez ça, il y a une confiance. Puisque vous la ressentez vraiment pleinement, à ce moment-là, vous allez à la rencontre de différentes problématiques. Mais vous allez à la rencontre de ça, pas tout seul. Vous y allez avec cet aspect-là aussi, en vous-même. Vous voyez ce que je veux dire? C'est un peu... Là, c'est que des mots, mais clairement, c'est comme ça qu'on peut aborder les choses. C'est comme ça que moi je le fais quand je donne des cours de compassion. C'est-à-dire qu'il faut d'abord rendre les choses sensibles. Ok, là, je ressens, je vois de quoi on parle. C'est concret, c'est pas juste un mot, parce que la compassion, on pourrait en parler des heures, c'est juste des mots. Mais non, je ressens réellement ce qui se passe. Je sens une ouverture, c'est difficile à décrire, mais je ressens ce qui se passe, et à ce moment-là, probablement au niveau du cerveau, je commence un petit peu à activer des zones. Mais avec cette ambiance-là qui est justement équilibrante, à ce moment-là, j'ai un outil en plus pour aller justement face à mes problématiques si je veux travailler un peu sur moi. Vous voyez, c'est ça qui est proposé. Et ça, c'est vrai que ce n'est pas la manière dont on aborde les choses en psychologie. En psychologie, on va travailler juste sur la sphère psychologique. On ne va pas justement intégrer quelque chose de plus global, parce que la compassion, c'est global, c'est aussi l'ouverture, vous voyez, c'est aussi le non-jugement, c'est une ambiance particulière qui peut être concrète et qui amène, selon moi, plus de résultats une fois qu'on veut justement aller à la rencontre de soi-même face à ses blessures. Que ce soit un deuil, que ce soit n'importe quelle blessure qu'on peut avoir. Donc c'est une base vraiment solide de confiance pour justement travailler sur soi, entre autres. La compassion agit en fait sur tous les aspects de vous-même. Vous voyez, la compassion, c'est aussi physique. Si on mesure les aspects de compassion, vous n'êtes pas que dans le cerveau. Là, l'exemple avec Mingyur Rinpoché, avec ce moine, c'était le cerveau. Mais si on va plus loin, derrière, il y a le cœur qui se ralentit. Vous voyez, derrière, les endorphines. Donc, il y a un phénomène neuro-endocrinien. Puis, si on va encore plus loin, et on sait que dans les processus de méditation, il y a un aspect anti-inflammatoire dans le corps. Il y a même un aspect cellulaire, sur vos télomères. Donc, il y a même un aspect génétique. Vous voyez? Donc, finalement, on se rend compte que ce genre d'attitude intérieure, pour dire ça comme ça, a une action sur tout ce qui vous compose, on va dire, de la tête aux pieds. De l'aspect le plus subtil, on va dire plutôt psychologique, à l'aspect le plus matériel de votre matière, c'est-à-dire vos gènes et vos cellules. Donc, puisque ces éléments-là jouent sur tout ça en même temps, bah forcément, vous liez, effectivement, vous pouvez faire des liens entre le corps et l'esprit, vous pouvez jouer sur tout ce qui vous compose. Rien qu'avec cette approche-là, oui. Ce n'est pas une approche purement psychologique. Ça englobe aussi, effectivement, le corps et le physique.
à travers justement la physiologie du corps, notamment. Ce qui est très intéressant, c'est que justement, bon, vous connaissez mon parcours, et moi à la base je suis médecin, mais ça peut aller beaucoup plus loin, l'aspect de la compassion. Là j'en parle sur la santé, c'est bien, mais si vous avez bien effectivement, si vous avez été attentif sur tous les aspects de la compassion, bah, si vous êtes dans le non-jugement, si vous êtes dans cette tolérance à la détresse, si vous êtes dans la définition même de la compassion, bien sûr que ça va beaucoup plus loin que la santé du corps. Il y a une société qui peut se modifier à travers ces aspects-là, oui. Il y a du boulot, mais c'est intéressant de... Oui, c'est intéressant de pointer justement le fait que la santé est améliorée. Et je vous l'ai dit tout à l'heure sur les actes de gentillesse, par exemple. Donc ça veut dire que là, si vous êtes là, c'est que vous êtes soucieux de votre santé. Et là, on est sur quelque chose de non médicamenteux. On est peut-être sur une des plus belles interventions non médicamenteuses qui existent, développer la compassion en soi. On vit plus longtemps, on aide les autres, on répand du bonheur autour de soi. Qu'est-ce qu'il nous faudrait de plus, j'ai envie de dire? Et on est bien intérieurement, vous voyez? Et on est bien dans sa tête, dans son corps. Ouais, ça fait beaucoup de choses. Là, on devrait peut-être effectivement ne pas hésiter à le faire. En tout cas, ne pas hésiter à se poser ces questions-là et à développer ça. Alors là, il faut essayer de développer ces aspects de compassion. Si vous développez ça, vous allez voir qu'il y a une différence avec l'empathie, vous allez voir qu'elle englobe l'empathie, et vous allez voir qu'elle vous immunise, entre guillemets, je ne sais pas le terme, mais qu'elle vous protège contre un épuisement. Puis vous saurez dire non aussi, parce que si vous avez de l'autocompassion, c'est-à-dire que vous connaissez aussi vos limites, donc vous pouvez dire, attends, là par contre, ok, je comprends la situation, mais là je sens que c'est trop pour moi, vous vous mettez un petit peu en retrait progressivement, parce que vous vous prenez aussi dans le moule, on va dire, de cette compassion. Il y a l'autre, mais il y a aussi vous. Il n'y a pas que l'autre, et là c'est l'empathie, et vous disparaissez, et puis à la fin on vous ramasse à la petite cuillère, ou l'inverse, vous aidez personne, ou moi je suis bien et j'aide personne. Non, la compassion englobe l'ensemble des choses. Oui. Oui. Mais si jamais vous êtes justement dans cette... Oui, si vous développez l'autocompassion, vous connaissez aussi vos limites, parce que vous avez un regard, on parlait de l'instant présent, on parlait de l'introspection, donc vous connaissez mieux si vous voulez. Et vous connaissant mieux, vous arrivez justement à dire, ok, là je sens que je suis en déséquilibre, je sens que je me fais du mal, je sens que je génère une souffrance. Donc là, vous arrivez un petit peu à trouver cet équilibre. Puis vous expliquez à l'autre, peut-être que là, attends, là, tu as besoin de moi, ce que je te propose, c'est que je passe que demain, parce que là, il faut que je fasse une bonne nuit, enfin je dis n'importe quoi, hein. Mais vous comprenez. Et c'est ça qui est bien. Si la compassion est là, donc l'autocompassion est là, vous êtes dans ce processus, justement. Et vous négligez rien de ce qui vous compose, et vous négligez pas rien de ce qui compose l'autre, donc vous êtes dans un équilibre, j'ai envie de dire, presque parfait. C'est pour ça que moi, je compare la compassion comme une lumière. Même pas comme une bulle, parce que des fois on dit c'est comme une bulle, mais la bulle a une limite. Plutôt une ambiance, comme une vague. Enfin, une vague ou une atmosphère. Voilà. Pour moi, c'est une atmosphère. Donc si vous êtes si vous développez et que vous développez ça, forcément, vous êtes dans cette atmosphère. L'autre en face de vous l'est aussi. Puis là, vous essayez de trouver des solutions à la souffrance, à votre propre souffrance et à la souffrance de l'autre. Donc ça se travaille et c'est aussi un choix qu'on peut aussi poser, vous voyez, de travailler ce genre de processus. Et ça passe quand même par un travail méditatif aussi. Mais le stress, alors quand je dis méditatif, c'est un retour sur soi et développer une sensibilité qui vous placera là-dedans. Vous saurez reconnaître lorsque vous êtes dedans, lorsque vous ne l'êtes pas. Vous voyez, c'est un peu, presque un peu magique quand je dis ça comme ça, mais c'est la réalité. C'est-à-dire que puisque justement le cerveau développe des ondes particulières, tout ça est sensible, tout ça vous le ressentez. Donc à ce moment-là, vous pouvez aussi presque le générer en fait. Oui, c'est ça. C'est même pas presque, c'est que vous le générez. Et après, ça peut aller dans la vie de tous les jours. Et dedans, vous avez le non-jugement aussi, ça c'est des aspects essentiels. Pareil, la confiance, vous avez aussi la confiance. Parce que si justement vous dites, bah tiens, j'ai un peu du mal à aller vers l'autre maintenant parce que j'ai vécu ça, si vous amenez un élément de confiance dans tout ça, bah là vous allez y aller. Vous n'allez plus avoir cette retenue. Et vous allez savoir que justement c'est là que vous êtes dans cette compassion. Vous voyez, c'est un peu particulier. Aussi, mais il y a le pouvoir de l'écoute, justement. Le pouvoir comment ils appellent ça, la thérapie par l'écoute. Vous avez des travaux scientifiques qui arrivent comment dirais-je, qui arrivent à analyser uniquement l'écoute
de la personne. Pas le conseil. C'est uniquement, je mesure comment la personne écoute. C'est ça, ouais. Active, ouais. Je sais pas, il y a peut-être plusieurs manières de l'appeler. Ouais. Ouais. Et donc, à ce moment-là, il se passe des choses pour la personne qui parle. C'est-à-dire que vous l'aidez parce que vous... Mais là, une nouvelle fois, on arrive sur, en tout cas, être attentif. L'instant présent, on en parlait de ça. Si vous êtes dans l'écoute active, justement, vous êtes dans l'instant présent. Donc, l'écoute vraiment peut déjà soigner ou aider la personne qui s'exprime. Et puis, vous savez, ce que je dis souvent, c'est qu'elle s'exprime, mais enfin, on lui laisse la possibilité de s'exprimer. La parole est très importante, parce que quand vous parlez, il se passe des choses, et si on vous laisse la capacité de rentrer en vous, et que vous puissiez aussi exprimer cela, des fois, vous dites des choses que vous n'avez jamais dites, et ça vous fait du bien, vous libérez des choses. Donc il y a aussi, si vous voulez, un acte, on va dire, de travail sur soi et d'introspection, parce que justement, vous osez parler, vous osez dire des choses qui sont en vous et que vous n'avez jamais pu dire. Et là, le problème, c'est que si on vous laisse quelques minutes pour les dire chez votre médecin, vous ne pouvez pas le faire. Vous savez en combien de temps le médecin coupe la parole à son patient? C'est une dizaine de secondes. Au bout de 11 secondes, la parole est coupée. C'est-à-dire que quand vous commencez à parler, au bout de 11 secondes, il dit « Non, mais attendez, il prend la parole et il vous coupe. » C'est les moyennes américaines, mais on n'est pas loin de cette moyenne-là en France. Donc juste pour vous dire qu'il y a cette situation justement d'écoute qui est très importante et qui pourrait être beaucoup plus développée, qui fait partie de la compassion et de la bienveillance. Et là, on aide déjà quand on écoute. Maintenant, on peut aussi poser un acte, mais le fait de... On disait... Le désir de soulager la souffrance, ça peut être un acte intérieur. Ok, je l'écoute pleinement. Je sais que je vais l'aider. En l'écoutant pleinement, en étant attentif, en prenant mon temps, en m'asseyant à côté de lui, en le regardant dans les yeux. Ok, je vais rien dire, peut-être. Je vais même pas forcément décider de poser un acte quelconque. Je vais juste l'écouter. C'est déjà la compassion, c'est déjà de l'aide, c'est déjà de l'entraide. Oui. Mais je pense que ce qui est important de voir, c'est que là, on est dans des exemples soignants-soignés. Mais on peut tous être le soignant de quelqu'un, ou le soigné de quelqu'un. Parce que je vous fais cette petite topo-là, mais finalement, ça, je pense qu'on peut le transposer dans la vie de tous les jours. C'est ça qui est important. Et ça qui est important, c'est que vous n'êtes pas obligé d'être thérapeute, soignant, médecin, ou je ne sais quoi, pour développer ces aspects-là. Et puis pour partager, on parlait de l'écoute que vous disiez, active, tout ça, on peut le faire. Donc c'est bien, c'est un exemple pour dire, bah tiens, dans le soin ça existe, dans le soin ça fonctionne, on l'a mesuré, la compassion, le cerveau, tout ça, ça aussi on le mesure, mais en fait c'est universel, ça dépasse la médecine, ça dépasse la psychologie, la psychiatrie, et c'est juste dans l'aspect humain des choses, vous voyez, donc c'est ça qu'il faut, je pense, à ne pas négliger en fait, c'est qu'on a tous, entre guillemets, une capacité, un petit pouvoir justement, d'action sur soi-même, sur les autres, dans ces aspects-là, avec de la santé au bout du compte, psychologique et physique. C'est ça, pour moi, qui est essentiel à comprendre et essayer justement après de le développer dans son quotidien. C'est sûr que s'il y a bien un personnel qui serait, on va dire, un métier qui serait le plus propice à développer ça, ça serait le médecin, bien sûr. Mais c'est quelque chose qui dépasse la médecine, c'est ça que je veux dire. Vous voyez ce que je veux dire? Bien sûr, quand vous allez voir votre médecin, vous vous attendez à ce qu'il soit... vous aimeriez... Vous savez, quand on demande à des patients, si on leur demande « C'est quoi pour vous un bon médecin ?» En premier, ce n'est pas les compétences. En premier, c'est un médecin ouvert. L'écoute, c'est dans la compassion. Vous voyez, c'est ça qui est intriguant. Alors, si je vais même un peu plus loin, comment sélectionne-t-on un médecin? Est-ce qu'on le sélectionne par la compassion, par son degré d'ouverture et par son humanisme, ou est-ce qu'on le sélectionne par ses compétences? Donc on a une sélection au départ qui est justement dans les compétences, la capacité à technique, à apprendre, à ingurgiter les choses et à faire des diagnostics, tout ça. Malheureusement, du coup, on élimine tous les médecins, peut-être, en tout cas, on élimine une partie qui serait ouvert, qui serait dans l'empathie, dans la compassion, parce que c'est pas ça qu'on cherche. En tout cas, c'est pas comme ça qu'on les sélectionne. Et après, une fois qu'on les a formés, qu'on les a bien formatés, on a envie qu'ils soient ouverts et dans la compassion. Mais non, déjà au départ, on les a pas, entre guillemets, sélectionnés comme ça. Donc forcément, à la fin, à l'arrivée, peu de
médecins, ou en tout cas peu de soignants, arrivent à développer autre chose. Vous voyez ce que je veux dire? Et le patient, après, lui, il dit, mais non, mais moi, je veux un médecin ouvert, compatissant, qui prend du temps pour moi. Mais désolé de vous dire qu'effectivement, au départ, la sélection ne se fait pas comme ça. Donc à l'arrivée, vous ne trouvez pas des médecins comme ça, ou rarement. Vous êtes prêt à travailler la compassion et l'autocompassion? Ouais, voilà, vous pouvez. Après, c'est des choses très simples. Vous n'êtes pas obligé de passer par la méditation, mais posez des actes simples. N'oubliez pas l'isolement, la gentillesse. Voilà. Si vous êtes ouvert aux autres, si vous essayez d'aller vers les autres pour lutter contre votre propre isolement et de poser des actes de gentillesse, c'est déjà de la compassion. Et votre santé est rehaussée, on va dire. Donc ça, c'est très simple. Et on n'est pas dans des médicaments où vous n'avez rien à prendre. C'est juste un état intérieur à développer.